À l'intérieur de l'œuf de Pâques que ma tante venait de m'offrir, il y avait un petit mot plié en 4. Je l'ai lu à voix basse. Pour le vilain petit canard de la famille. Et puis j'ai entendu le premier rire, suivi par tous les autres. Le son a éclaté comme une bulle de champagne empoisonnée dans le silence feutré du pavillon cossu de ma tante, en banlieue de Lyon. La table était impeccable. L'argenterie brillait sous la lumière printanière et le gigot d'agneau embaumait la pièce. C'était le déjeuner annuel de Pâques, un rituel où les apparences de perfection familiale étaient plus importantes que tout. Mes doigts se sont crispés sur le petit papier, le transformant en une boule humide dans ma paume. Mon regard s'est perdu sur les visages de mes cousins, de mes oncles, tous souriants, certains cachant mal leur gêne, d'autres se délectant ouvertement de ma honte. J'ai senti mon cœur se serrer, un poids glacial s'installer dans ma poitrine. L'humiliation n'était pas dans le mot lui-même, mais dans ce cœur de rire qui validait mon statut de paria. Ce rôle, celui du vilain petit canard, je ne l'avais jamais demandé, mais ma tante Carole me l'avait assigné depuis l'enfance. J'étais trop discrète, trop sérieuse, pas assez matérialiste pour son monde où tout n'était que façade. Ces piques étaient devenues une habitude, des micro-agressions déguisées en humour que tout le monde acceptait par lâcheté, pour ne pas devenir sa prochaine cible. Mais aujourd'hui, elle avait franchi une nouvelle étape. Elle avait orchestré cette humiliation publique avec un soin méticuleux, choisissant le moment où toute la famille a été réunie pour que la blessure soit plus profonde. Son sourire, fin et satisfait, me fixait par-dessus la table. Elle savourait son pouvoir, celui de définir qui appartenait au cercle et qui devait en être exclu. C'était sa façon de régner, en désignant une faiblesse pour mieux masquer les siennes. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'ai très envie de vous lire. Quand les rires se sont finalement tus, un silence encore plus lourd s'est installé. Tous les regards étaient tournés vers moi, attendant une réaction. Des larmes. Une crise de colère ? J'ai lentement levé les yeux et j'ai balayé l'assemblée. J'ai vu mes cousins détourner le regard, ma mère baisser la tête, feignant de s'intéresser à sa serviette. Personne n'a osé affronter mon regard. Personne. Pas même mon oncle Patrick, le mari de Carole. Il avait l'air mal à l'aise. Son visage était crispé, mais il était resté silencieux. Son silence était pire qu'un rire. C'était une trahison passive, une complicité muette qui me poignardait le cœur. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse s'est évaporée, laissant place à une colère froide et limpide. La dernière once d'espoir que j'avais de trouver ma place dans cette famille venait de mourir sur cette table de Pâques, entre les œufs en chocolat et les sourires hypocrites. Ma tante Carole, elle, me regardait avec un air de triomphe, persuadée d'avoir remporté une nouvelle victoire, d'avoir réaffirmé son autorité. Elle pensait que j'allais simplement encaisser, comme toujours. Elle ne savait pas que depuis des semaines, je portais un secret dans mon sac. Une vieille enveloppe jaunie que j'avais trouvée par hasard en aidant mon oncle à trier de vieux papiers. Je ne l'avais pas apportée avec l'intention de l'utiliser. C'était une sorte d'assurance, une preuve silencieuse que la toxicité de cette famille n'était pas le fruit de mon imagination. Mais ce rire collectif avait tout changé. Il avait transformé une simple vérité cachée en une arme nécessaire. Elle venait de me juger publiquement, sans connaître les sacrifices que j'avais faits pour son propre mari, pour sauver son entreprise de la faillite. Ma tante ne se doutait de rien. Elle pensait célébrer une fête de famille, mais elle assistait en réalité au prologue de sa propre chute. Ce rôle de paria n'était pas nouveau. Depuis mon enfance, j'étais l'ombre silencieuse à côté de mes cousins plus bruyants, plus conformes. Je me souviens de mon 10e anniversaire, une fête organisée dans le même jardin où nous étions aujourd'hui. Ma cousine Sophie avait reçu une magnifique poupée en porcelaine de la part de Carole, un cadeau hors de prix exposé comme un trophée. Moi, j'avais eu droit à une encyclopédie. Pour t'aider à l'école, puisque tu es si sérieuse, avait-elle déclaré d'un ton faussement bienveillant. Le message était clair. Sophie était faite pour être admirée, moi pour travailler dans l'ombre. J'avais appris très tôt à ne rien attendre,
à me contenter des miettes d'affection et à trouver ma valeur loin de leur jugement. Cette encyclopédie, je l'avais lue de la première à la dernière page, non par passion, mais par défi. C'était ma première armure, construite avec des mots et des faits, un refuge où leur mépris ne pouvait pas m'atteindre. Il y a 18 mois, cette armure a été mise à rude épreuve. Mon oncle Patrick, le mari de Carole, était au bord de la faillite. Sa petite entreprise d'artisanat, sa passion de toujours, croulait sous les dettes. J'ai assisté à un dîner où toute la famille lui donnait des leçons, des conseils condescendants sur la gestion d'entreprise, mais personne n'a proposé la moindre aide concrète. Carole, elle, se plaignait de l'impact que cela aurait sur leur standing. Le lendemain, j'ai retiré en secret 8 000 € de l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé. C'était presque toutes mes économies, l'argent que je gardais pour mes études. Je les ai donnés à mon oncle dans une enveloppe en lui faisant promettre de ne jamais rien dire. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, une gratitude silencieuse et gênée qui valait plus que tous les remerciements du monde. Il était sauvé, et personne ne savait que c'était grâce au vilain petit canard. Mon sacrifice ne s'est pas arrêté là. Pour l'aider à se redresser sans avoir à payer un comptable, j'ai commencé à passer tous mes samedis après-midi dans son petit bureau poussiéreux, à l'arrière de son atelier. 5 heures par semaine, chaque semaine, depuis plus d'1 an. Pendant que mes cousins profitèrent de leur jeunesse, je jonglais entre mes cours d'infirmière et la gestion de ses factures, de ses commandes en ligne, de ses déclarations de TVA. L'odeur de la sciure de bois et du café froid est devenue la bande-son de mes week-ends. Je le faisais pour lui, pour cet homme bon et doux écrasé par la superficialité de sa propre femme. C'était notre secret, un lien invisible qui nous unissait. Il ne savait pas comment me remercier, et je ne demandais rien en retour. Aider était devenu ma façon de résister, de prouver que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'éclat de son sourire, mais à la solidité de ses actes. C'est au cours d'un de ces samedis, il y a quelques semaines, que je suis tombée sur l'enveloppe. Mon oncle m'avait demandé de faire un peu de tri dans une vieille armoire, remplie de paperasses. Coincée entre 2 registres comptables des années 90, il y avait cette enveloppe jaunie, sans destinataire. Par pure curiosité, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre, écrite d'une main que je connaissais trop bien. Celle de ma tante Carole. Mais elle n'était pas adressée à mon oncle. C'était une déclaration d'amour enflammée à un autre homme. Une lettre qui parlait de rendez-vous secrets, de sa vie monotone avec Patrick et de son désir d'évasion. Mon cœur s'est glacé. Ce n'était pas de la joie mauvaise, mais une tristesse profonde pour mon oncle. La preuve de l'hypocrisie de Carole était là, noir sur blanc, dans cette encre légèrement passée. Je n'ai rien dit à Patrick. Lui montrer cette lettre aurait détruit son monde, et je ne voulais pas être celle qui portait le coup de grâce. J'ai plié le papier et je l'ai glissé dans mon sac, où il est resté depuis. Je ne savais pas quoi en faire. C'était une vérité trop lourde à porter, une arme que je n'avais jamais eu l'intention d'utiliser. Pour moi, c'était juste la confirmation silencieuse de tout ce que j'avais toujours ressenti. La fausseté de cette famille, la cruauté cachée derrière les belles manières de ma tante. Mais aujourd'hui, en entendant leur rire résonner dans la salle à manger, en voyant le triomphe sur le visage de Carole, j'ai compris. Cette lettre n'était pas seulement une preuve de sa trahison envers son mari. C'était aussi la clé de ma propre libération. Elle pensait m'avoir mise à terre avec un simple bout de papier, mais elle ignorait que j'en détenais un qui allait faire s'effondrer tout son château de cartes. Je suis restée assise, la boule de papier humide collée à ma paume, mon souffle court et saccadé. Le silence qui avait suivi les rires était une torture. Chaque tic-tac de la grande horloge du salon semblait scander le mot « paria ». Je sentais tous les regards sur moi, mais je refusais de leur donner la satisfaction de mes larmes. J'ai fixé mon assiette, le bord doré de la porcelaine devenant le centre de mon univers. J'entendais le bruit des couverts qui reprenaient timidement leur balai, les raclements de gorge gênés, les murmures étouffés. Ils voulaient que l'incident soit oublié, qu'il se dissolve dans l'odeur du gigot et le parfum des lys sur la table. Mais pour moi, c'était impossible. Ce silence n'était pas un apaisement, c'était une condamnation.
C'était la preuve que ma douleur était invisible pour eux, une simple anecdote amusante dans leur après-midi parfait. La colère montait en moi, froide et précise, chassant la tristesse. C'était terminé. L'illusion de la famille venait de se briser en 1000 morceaux. Ma tante Carole, visiblement frustrée par mon manque de réaction, a décidé de porter un second coup. Elle a posé sa fourchette avec un petit bruit sec et a dit, d'une voix faussement douce qui ne trompait personne, « Ne le prends pas si mal, ma chérie, c'est de l'humour. Et puis, il faut bien que quelqu'un s'occupe des autres. Tes études d'infirmière, c'est très noble, mais ce n'est pas avec ça que tu t'offriras une argenterie comme celle-ci. » La pique était double. Elle dévalorisait mon choix de carrière tout en me rappelant ma place, loin de son monde matériel et superficiel. Elle voulait me faire sentir petite, insignifiante. Elle voulait que je comprenne que dans sa hiérarchie, j'étais tout en bas. Le venin dans ses mots était si palpable que j'ai senti mon estomac se nouer. Elle ne se contentait pas de m'humilier. Elle voulait anéantir mes aspirations, réduire ma vie à une note de bas de page dans l'histoire glorieuse de sa famille. C'est alors qu'une voix timide s'est élevée. « Carole, ça suffit maintenant. » C'était mon oncle Patrick. Il n'avait pas levé les yeux de son assiette, et ses mots étaient à peine audibles, mais ils étaient là. Un minuscule îlot de décence dans un océan de lâcheté. J'ai senti une bouffée de gratitude pour lui, mais elle a été immédiatement balayée par la réponse cinglante de ma tante. Elle s'est tournée vers lui, son sourire avait disparu, remplacé par un masque de glace. « Pardon ? Tu disais quelque chose, Patrick ? Occupe-toi de ton agneau, veux-tu ? Les affaires de femme ne te regardent pas. » L'humiliation publique venait de changer de cible. Elle l'avait rabaissé devant tout le monde, le traitant comme un enfant. J'ai vu ses épaules s'affaisser, toute trace de rébellion éteinte, et j'ai compris qu'il était aussi prisonnier qu'elle, piégé dans cette cage dorée qu'elle avait construite autour de lui. Le voir ainsi, vaincu et silencieux, a été le véritable détonateur. Ma colère n'était plus seulement pour moi. Elle était pour lui, pour cet homme bon qu'elle écrasait chaque jour un peu plus. Je pensais à mes samedis passés dans son bureau, aux 8 000 € de l'héritage de ma grand-mère que je lui avais donné pour le sauver de la faillite. Une faillite dont Carole se plaignait sans jamais lever le petit doigt pour l'aider. J'avais sacrifié mon temps et mon argent pour préserver la dignité de cet homme, et elle l'a piétiné allègrement entre le fromage et le dessert. C'en était trop. Mon silence ne le protégeait pas. Il ne faisait que renforcer le pouvoir de sa tortionnaire. La lettre dans mon sac me brûlait. Ce n'était plus une arme de défense. C'était devenu un instrument de justice. Une justice qu'il méritait autant que moi. J'ai lentement posé ma serviette sur la table. Mon geste était calme, délibéré. J'ai levé la tête et j'ai regardé ma tante Carole droit dans les yeux. Pour la première fois, je n'ai pas baissé le regard. J'ai soutenu son air surpris et arrogant avec une froide détermination qu'elle ne m'avait jamais connue. Le vilain petit canard était fatigué de nager dans la mare de leur mépris. Il était temps de leur montrer que j'avais des ailes. J'ai glissé ma main dans mon sac à main, posé à côté de ma chaise. Mes doigts ont effleuré le grain du vieux papier, l'enveloppe jaunie qui contenait sa vérité. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres, un vrai cette fois. Le déjeuner de Pâques n'était pas terminé. Le plat principal allait seulement être servi, et ce n'était pas du gigot d'agneau. C'était la vérité. Je me suis levée de table en murmurant une excuse à propos d'une migraine soudaine, une excuse si faible que personne n'a même daigné y répondre. J'ai marché d'un pas mécanique jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée, fermant la porte derrière moi et m'appuyant contre le bois froid. Le silence feutré était un soulagement. Dans le miroir, mon visage était pâle, mes yeux brillants non de larmes, mais d'une fureur contenue. J'ai ouvert le robinet, laissant l'eau glacée couler sur mes poignets, essayant d'éteindre le feu qui brûlait dans ma poitrine. Je revoyais leur visage, leur sourire complice, le triomphe dans le regard de Carole. La douleur n'était plus une vague submergente. Elle se cristallisait, se transformait en une pointe d'acier, froide et précise. L'humiliation n'était que le symptôme. La maladie était leur indifférence, leur cruauté passive.
et je savais que le seul remède n'était pas de fuir, mais de leur renvoyer leur propre poison au visage. Ce n'était plus une question de tristesse, mais de survie. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. J'ai envoyé un message à ma meilleure amie, Clara, la seule personne qui connaissait la véritable dynamique de ma famille. Elle l'a fait, devant tout le monde. Elle m'a offert un œuf avec un mot disant « Pour le vilain petit canard ». Ils ont tous ri. La réponse a vibré presque instantanément. « Sors de là, Léa. Ne reste pas une minute de plus. » Une autre vibration. « Sauf si. Tu as toujours cette lettre sur toi. » Ces mots ont agi comme un interrupteur. Clara ne me jugeait jamais. Elle me comprenait. Elle savait que ma patience avait des limites et elle savait aussi que j'avais une carte en main depuis des semaines. Son simple message était une permission, une validation. Elle ne me disait pas de le faire, mais elle me rappelait que j'en avais le pouvoir. Je n'étais pas seule. Même à distance, sa loyauté était un bouclier. J'ai répondu « Je l'ai. Je crois que l'heure est venue. » Son dernier message était simple. « Fais ce que tu dois faire. Je suis là. » Mon plan a pris forme dans le silence de cette salle de bain aseptisée. Ce ne serait pas une explosion de colère. Ce serait une exécution, menée avec le calme chirurgical que j'apprenais dans mes études d'infirmière. Je n'allais pas crier, ni pleurer. Je retournerais à cette table, je m'assoirais, et j'attendrais le bon moment. Le moment où Carole, se croyant victorieuse, porterait un toast ou lancerait une autre pique. Et là, je sortirais l'enveloppe. Je n'accuserais pas, je ne jugerais pas. Je lirais simplement ses propres mots, d'une voix claire et posée. La lettre était la preuve parfaite. Elle n'était pas une rumeur, pas une interprétation. C'était sa main, son écriture, sa trahison couchée sur le papier. L'arme du crime était l'hypocrisie elle-même. Elle m'avait attaqué avec un mot anonyme et cruel. Je répondrais avec une déclaration signée de sa propre main. La justice serait poétique, et surtout irréfutable. En pensant à mon oncle, mon plan s'est solidifié. Ma démarche n'était plus seulement pour ma propre dignité, elle était aussi pour lui. J'ai repensé à son visage défait, quand sa femme l'avait publiquement rabaissé quelques minutes plus tôt. Cet homme, que j'avais sauvé de la faillite avec l'argent de ma grand-mère, que j'aidais chaque samedi au détriment de ma propre vie sociale, méritait mieux que d'être l'ombre d'une femme qui le méprisait en secret. Mon silence, que je croyais être une protection pour lui, n'avait fait que permettre à la tyrannie de Carole de prospérer. En exposant la vérité, je ne détruisais pas seulement son image, je lui offrais peut-être une chance de se libérer de sa cage dorée. La lettre n'était plus seulement une revanche personnelle. C'était un acte de loyauté envers la seule personne de cette famille qui m'avait montré une once de gratitude sincère. La peur s'est dissipée, remplacée par une résolution inébranlable. J'ai respiré profondément, j'ai lissé ma robe et j'ai ouvert la porte. En retournant dans la salle à manger, les conversations se sont tues un instant, puis ont repris, plus forcées qu'avant. Ils me regardèrent du coin de l'œil, curieux, mal à l'aise. Je me suis rassise à ma place, un calme étrange m'envahissant. J'ai ignoré le regard interrogateur de ma mère et le sourire narquois que Carole essayait de dissimuler. J'ai pris mon verre d'eau, mes mains parfaitement stables. Je n'étais plus la victime tremblante qu'ils attendaient. J'étais devenue une observatrice, patiente, attendant le moment parfait pour lever le rideau. Mon regard a croisé celui de mon oncle Patrick. Il y avait de la peine dans ses yeux et une sorte de résignation. Il ne savait pas encore que dans quelques minutes, tout son monde allait basculer. Le spectacle allait commencer, et j'en étais la seule metteuse en scène. Le dessert venait d'être servi, une charlotte aux fraises impeccable qui semblait vouloir effacer l'incident. Ma tante Carole, ayant retrouvé son assurance, a levé son verre de champagne. « À la famille », a-t-elle déclaré avec un sourire rayonnant, malgré nos petites différences, et à l'avenir de nos enfants, qu'ils trouvent tous leur juste place dans le monde. Son regard s'est posé une fraction de seconde sur moi, chargé d'une condescendance triomphante. C'était le moment. C'était le signal que j'attendais.
Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, mais mes mains étaient instables, mon visage une toile blanche. Elle venait de me donner l'ouverture parfaite, sur un plateau d'argent, à côté de la Charlotte. L'hypocrisie de son toast était si flagrante qu'elle en devenait une invitation. J'ai laissé le silence s'installer après les quelques applaudissements polis, savourant cette dernière seconde d'ignorance collective avant de faire s'effondrer le décor. Alors que les conversations reprenaient timidement, je me suis raclé la gorge, juste assez fort pour attirer l'attention. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai fixé ma tante, un léger sourire aux lèvres. C'est drôle, tante Carole. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose en rangeant de vieux papiers chez vous. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus gêné. Il était lourd, électrique, chargé de suspicion. D'un geste lent et délibéré, j'ai glissé la main dans mon sac et j'en ai sorti la vieille enveloppe jaunie. Je l'ai posée sur la nappe immaculée, entre mon assiette et mon verre. L'objet semblait anachronique, une tache sur leur tableau parfait. J'ai vu la confusion sur les visages, l'incompréhension. Ma tante a froncé les sourcils, son sourire s'est figé. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait le danger. Elle sentait le pouvoir qui venait de changer de main. J'ai déplié la lettre avec un soin presque théâtral, le bruit du vieux papier crissant dans le silence de mort. Je n'ai pas levé les yeux vers elle, ni vers personne d'autre. Mon regard était fixé sur l'écriture bleue et penchée que je connaissais si bien. D'une voix claire, posée, qui ne tremblait pas, j'ai commencé à lire. Je n'ai pas choisi un passage au hasard. J'ai choisi celui qui anéantirait tout. Chaque moment passé avec toi me fait sentir vivante, loin de cette vie monotone que je mène avec Patrick. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air, s'infiltrer dans la conscience de chacun. J'ai continué, ma voix toujours aussi calme, presque clinique. Il est un homme bon, mais si prévisible. Je rêve du jour où nous pourrons enfin être ensemble, sans nous cacher. J'ai terminé ma lecture et j'ai lentement levé les yeux, balayant l'assemblée. Leurs visages étèrent des masques de stupeur. La réaction de ma tante a été instantanée, mais faible. Son visage était passé d'une couleur rosée à une pâleur mortelle, comme si tout le sang l'avait quittée. Elle s'est levée à moitié de sa chaise. Sa main s'est tendue vers moi dans un geste implorant. « Léa, arrête ça tout de suite », a-t-elle murmuré, sa voix étranglée, à peine audible. C'est une blague de très mauvais goût. Mais personne ne la regardait plus. Tous les yeux étaient rivés sur mon oncle Patrick. Il était complètement figé, son visage une expression de douleur et d'incrédulité. Ses yeux faisaient à l'aller-retour entre la lettre dans ma main et le visage décomposé de sa femme. Puis, très lentement, il s'est levé. Le raclement de sa chaise sur le parquet a résonné comme un coup de feu. D'une voix basse, brisée, qui a transpercé le silence, il a demandé « Carole, de quelle lettre elle parle ?» La question est restée en suspens, une sentence flottant au-dessus de la table de Pâques ruinée. L'humiliation publique venait de changer de camp, de manière brutale et irréversible. Les sourires narquois de mes cousins s'étaient effacés, remplacés par des expressions de choc et de gêne. Les regards se sont baissés, personne n'osait plus croiser le mien, ni celui de mon oncle, ni celui de Carole. Ils fixaient leurs assiettes, le motif de la nappe, n'importe quoi pour échapper à la réalité crue qui venait de leur exploser au visage. Le vilain petit canard ne faisait plus rire personne. Ma tante était là, debout, exposée, sa fausse supériorité morale réduite en cendres par ses propres mots. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré. J'avais simplement dit la vérité. Et la vérité, ce jour-là, était plus tranchante que n'importe quel couteau d'argent. Carole a tenté de nier, de rassembler les lambeaux de son autorité en lambeaux. Ses mots se sont brisés contre le mur de silence que mon oncle Patrick avait érigé autour de lui. Il n'a pas crié, il n'a pas fait de scène. Il a simplement répété, d'une voix vide de toute émotion, presque spectrale.
Sors de ma maison, Carole. » Le reste de la famille était figé, des statues de cire dans un musée de l'horreur domestique. Personne n'a osé intervenir, ni pour la défendre, ni pour l'accabler. Ils étaient les témoins silencieux d'un effondrement qu'ils avaient eux-mêmes contribué à provoquer par leur lâcheté. J'ai ramassé la lettre sur la table, je l'ai repliée soigneusement et je l'ai remise dans mon sac. Mon travail était terminé. Je n'avais plus rien à dire. La vérité avait parlé pour moi, et son écho résonnait maintenant dans les ruines de ce déjeuner de Pâques. Le rire s'était transformé en un silence de mort, et c'était la plus douce des musiques. Plus tard dans la soirée, j'ai vu par la fenêtre du salon ma tante descendre l'escalier avec une petite valise à la main. Elle portait le même manteau chic qu'à son arrivée, mais il semblait maintenant trop grand pour ses épaules affaissées. Mon oncle lui tenait la porte ouverte, son visage impassible, un bloc de granit érodé par des années de mensonges. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de cris, pas de larmes. Juste le bruit sec de la porte qui se referme, scellant la fin d'une ère. Je n'ai ressenti aucune joie, aucun triomphe, juste un vide immense et une sorte de paix douloureuse. La justice n'a pas le goût de la victoire, elle a le goût du silence qui suit la tempête. Le vilain petit canard avait survécu à l'orage, mais la mare familiale était à jamais changée, ses eaux autrefois troubles désormais agitées par une vérité impossible à ignorer. Le pavillon cossu n'avait jamais semblé aussi grand, aussi froid. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone est devenu un champ de bataille. Des messages de certains cousins m'accusant d'avoir tout détruit pour une simple blague, me traitant de monstre sans cœur qui avait brisé une famille pour une susceptibilité mal placée. D'autres, plus rares, étaient des messages silencieux, un simple cœur ou un pouce levé, une reconnaissance timide que justice avait été faite. J'ai compris que la vérité ne suffisait pas à unir les gens. Elle ne faisait que révéler les fractures qui existaient déjà. J'ai répondu à personne. Je les ai laissés se débattre avec leur propre conscience, avec leur complicité passive. J'avais passé ma vie à attendre leur validation, et maintenant qu'elle m'importait peu, certains tentèrent de me la donner. C'était ironique et terriblement triste. J'ai éteint mon téléphone et j'ai commencé à faire mes propres cartons, non pas pour fuir, mais pour avancer. Une semaine plus tard, mon oncle Patrick m'a donné rendez-vous dans un petit café impersonnel du centre-ville. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il y avait des cernes sous ses yeux, mais son regard était plus clair, plus direct qu'il ne l'avait jamais été. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. « C'est pour toi », a-t-il dit simplement. À l'intérieur, il y avait un chèque de 8 000 €. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. Et merci, Léa. Pas seulement pour l'argent. Merci d'avoir été la seule à vraiment m'aider, pendant que tout le monde donnait des leçons. Ces mots étaient à la véritable réparation. L'argent n'était qu'un symbole, la preuve tangible que mon sacrifice n'avait pas été vain. Il avait vu ma valeur, non pas dans mes paroles, mais dans mes actes. C'était la seule reconnaissance qui comptait vraiment, la seule qui pouvait commencer à guérir la blessure infligée par le rire de tous les autres. J'ai accepté le chèque sans discuter. Ce n'était pas un cadeau, c'était une restitution. Cet argent n'allait pas servir à acheter une belle argenterie ou à impressionner qui que ce soit. Il allait me servir à acheter ma liberté. Le soir même, j'ai envoyé ma confirmation de transfert pour ma 2e année d'études à Bordeaux et j'ai versé la compte pour un petit studio avec un balcon donnant sur les toits. En regardant les photos de mon futur appartement, si loin de Lyon, si loin de cette maison et de ses fantômes, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La procédure de divorce entre mon oncle et ma tante était lancée, la grande maison de banlieue serait bientôt mise en vente. Un chapitre se fermait, de la manière la plus brutale qui soit. J'avais gagné ma dignité, mais je découvrais seulement le chemin qu'il me faudrait parcourir pour apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, je suis assise sur mon petit balcon à Bordeaux, une tasse de café fumante entre les mains. Le soleil de fin de matinée réchauffe doucement mon visage et les bruits de la ville montent jusqu'à moi. Un murmure de vie anonyme et réconfortant. C'est si différent du silence pesant du pavillon de ma tante.
Un silence où chaque respiration était jugée, chaque mot pesé. Ici, je respire librement. Je ne suis plus le personnage d'une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Chaque jour, je me lève et je décide qui je veux être, loin des regards qui m'avaient défini pendant si longtemps. Cette distance physique n'était pas une fuite, mais une reconquête. C'était la première page de mon propre livre, un livre où le vilain petit canard n'existait pas, remplacé par une jeune femme qui apprenait simplement à voler de ses propres ailes, avec la maladresse et la beauté des commencements. Ce déjeuner de Pâques m'a appris la leçon la plus dure et la plus nécessaire de ma vie. Le silence n'est pas toujours de l'or. Parfois, c'est juste de la rouille qui ronge les fondations d'une relation. En me taisant pendant des années, je pensais acheter la paix, mais je ne faisais que nourrir le monstre. Je n'ai pas agi par vengeance ce jour-là, mais par instinct de survie. La vérité, même si elle est brutale, est un antiseptique. Elle nettoie la plaie, même si la douleur est insupportable sur le moment. J'ai compris que ma dignité n'était pas négociable et que personne n'avait le droit de me la retirer, même sous couvert d'humour familial. Briser cette illusion de famille parfaite n'était pas un acte de destruction, mais un acte de clarification. C'était tracer une ligne dans le sable et dire, calmement mais fermement, vous n'irez pas plus loin. Et cette ligne, je la porte désormais en moi comme une boussole. Je n'ai pas coupé tous les ponts. Mon oncle Patrick m'appelle une fois par semaine. Il a vendu la maison, déménagé dans un appartement plus petit et a retrouvé le sourire. Notre relation est plus saine, débarrassée des secrets et des non-dits. Il me remercie encore, mais je lui dis que nous nous sommes sauvés mutuellement. Quant aux autres, je les ai laissés dans le rétroviseur. Je ne ressens ni haine ni colère, juste une indifférence polie. Ils ont fait leur choix ce jour-là, en riant. J'ai fait le mien en disant la vérité. Nos chemins se sont séparés, et c'est bien ainsi. Ma véritable famille, ce sont les amis que j'ai choisis, ceux qui m'ont soutenu sans jugement, ceux qui célèbrent mes réussites et m'aident à me relever sans jamais me faire sentir petite. C'est une famille construite sur le respect, pas sur le sang, et ses fondations sont bien plus solides. Le surnom de « vilain petit canard » ne me fait plus mal. Il me rappelle simplement qui j'étais, et surtout, qui je ne suis plus. Cette humiliation publique a été le feu qui a forgé mon caractère. Elle a brûlé la petite fille qui cherchait désespérément l'approbation des autres pour laisser place à une femme qui a trouvé sa propre validation. Les cicatrices de cette journée sont toujours là, bien sûr. Elles sont discrètes, gravées dans ma mémoire. Mais elles ne sont plus des sources de honte. Elles sont le témoignage de ma résilience, la preuve que j'ai survécu à la tempête et que j'ai trouvé la force de naviguer vers des eaux plus calmes. Je sais maintenant que ma valeur ne dépend pas de l'étiquette que l'on me colle, mais de la manière dont je choisis de la porter ou de la refuser. Et j'ai choisi de la refuser pour de bon. Mon histoire n'est pas unique, et c'est peut-être ça le plus triste. Combien d'entre nous portent en silence des blessures infligées par ceux qui sont censés nous aimer ? J'ai appris que le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré elle. J'ai appris que parfois, pour se reconstruire, il faut accepter de tout casser. Ce n'est pas un chemin facile, et la solitude qui s'ensuit peut être vertigineuse. Mais la paix que l'on trouve de l'autre côté, cette sensation de légèreté et d'alignement avec soi-même, vaut tous les sacrifices du monde. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai. Mais on choisit la place qu'on accepte d'y occuper et les limites qu'on impose pour se protéger. C'est la leçon la plus importante que j'emporte avec moi dans ma nouvelle vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?